Bien, bonjour et merci pour l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des logiciels dans le spatial. Alors, pourquoi le spatial, hein, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Moi, ça m'intéresse et ça remonte assez loin. Il y a plus de 30 ans, hein, j'avais vu un film, c'est la guerre des étoiles pour ceux qui ne connaissent pas, et ça m'avait beaucoup impressionné, hein, tous ces vaisseaux qui se promenaient dans l'espace. Et une deuxième chose qui m'avait beaucoup intéressé dans ce film, c'était les petits robots. Hein, ils pouvaient parler, et à l'époque, hein, c'était dans les années 70, l'informatique était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui, hein, donc on connaissait beaucoup moins ce genre de choses. Et donc, 30-35 ans plus tard, je travaille donc, dans une société qui s'appelle Astrium Space Transportation et qui développe des systèmes spatiaux, alors des lanceurs. Ici, vous pouvez voir le lanceur Ariane 5, donc le lanceur lourd européen. L'ATV qui se trouve ici, donc ATV pour Automatic Transfer Vehicle, qui est un cargo de ravitaillement qui ravitaille la Station spatiale internationale que l'on voit dans le fond ici. Autre exemple de produit que nous développons, laboratoire Conlobus. Laboratoire Conlobus, qui est un laboratoire qui est docké à la Station spatiale internationale et dans lequel on peut faire un certain nombre d'expériences en apesanteur. Alors tout ça, moi, ça me passionne. Alors, je crois que le titre de la conférence aujourd'hui, c'est conférence des geeks et des boss. Alors je me suis posé la question quand même, est-ce que ça intéresse des geeks? Les boss, ça ne les intéresse pas, hein. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Mais bon, est-ce que les geeks, ça les intéresse? Alors, oui. Alors, je suis un peu méchant, je sais. Alors, oui, ça peut intéresser les geeks, car dans les geeks, dans les véhicules spatiaux, il y a des logiciels. Et pour aller plus loin, un véhicule spatial est entièrement contrôlé par les logiciels, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en Europe, nous ne développons pas de système habité. Tous nos systèmes sont automatiques. Alors, à quoi sert ce logiciel dans un véhicule spatial? Pour vous expliquer ce que fait un logiciel, je vais vous montrer un petit film de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui montre la mission de l'Automatic Transfer Vehicle. Donc, c'est un véhicule qui est transporté par le lanceur, qui est mis en orbite par le lanceur Ariane 5. Donc, le logiciel commande l'allumage du moteur, il va contrôler la séparation des étages, il va contrôler le vol, donc déterminer la trajectoire et contrôler les moteurs pour suivre la trajectoire. Il va larguer la coiffe, il va larguer la charge utile. Ici, en l'occurrence, c'est la TV. Donc voici, maintenant, on a la TV qui est autonome en orbite autour de la Terre. Le logiciel va gérer le contrôle thermique, les panneaux solaires, la puissance. Et il est responsable du rendez-vous avec la Station spatiale internationale. Donc on a vu à l'instant que le rendez-vous se faisait grâce à un certain nombre de capteurs, comme des rayons laser. Et donc le rendez-vous se fait automatiquement à 400 km d'altitude. Alors, tout n'est pas automatique, hein. Il y a des choses que le logiciel ne fait pas. Par exemple, le déchargement du cargo se fait encore à la main. Mais il y a d'autres activités faites par le logiciel, par exemple la gestion de la propulsion. Là, on a le reboost de la station. Et en fin de mission, le logiciel va être responsable de la désorbitation du véhicule ATV. Donc on va quitter la Station spatiale internationale et on va faire une rentrée contrôlée dans l'atmosphère où le véhicule va brûler dans les couches denses. Donc c'est un moment particulièrement critique, puisque s'il y a un problème dans la désorbitation, le véhicule peut potentiellement tomber sur une zone habitée. Donc voilà, on a contrôlé la désorbitation. Alors, à un moment, effectivement, le logiciel ne va plus intervenir quand on va rentrer réellement dans les couches denses de l'atmosphère où le véhicule va brûler. Et là, on devient inactif, mais on termine par un magnifique feu d'artifice, normalement au-dessus de l'océan. Donc, voilà pour le téléfilm. Bon, alors maintenant, ça m'intéresse, j'espère que ça vous intéresse. Mais en quoi un logiciel spatial, donc le logiciel qui contrôle le lanceur Ariane 5, le logiciel qui contrôle la TV, en quoi ce logiciel est spécial? Pourquoi aujourd'hui je me propose de vous en parler? Alors tout simplement parce que ce logiciel est un logiciel embarqué temps réel critique. Alors bon, c'est du français, j'imagine que vous connaissez tous les termes. Mais je vais quand même insister un petit peu sur ces trois termes pour être sûr qu'on se comprenne bien, qu'on mette la même définition derrière embarqué, temps réel et critique.
Bon, embarqué, hein, je vais commencer par ça. Voilà, bon, je n'ai pas trop de problème sur ce terme-là. Je suis sûr que vous connaissez tous. Vous utilisez tous énormément de logiciels embarqués, ne serait-ce que dans votre poche, vous avez certainement un téléphone. J'ai découvert que j'avais un logiciel dans ma voiture ou dans mon poste de télévision le jour où il s'est planté et qui s'est reseté. Et bien sûr, il y a des logiciels embarqués dans les ascenseurs ou dans les avions. Alors, en général, on dit qu'un logiciel est embarqué quand on n'achète pas le logiciel. Je vous jure que quand j'ai acheté mon poste de télévision, je n'ai pas acheté le logiciel. J'ai acheté un poste de télévision et dedans, il y avait un logiciel. Bon, c'est comme ça. Alors, donc, on dit que le logiciel gère en fait, un système. On achète le système. De plus en plus souvent, que ce soit dans les systèmes embarqués, dans le spatial ou dans la vie de tous les jours, on n'a pas que des systèmes, on a également des systèmes de systèmes. Donc, juste un exemple de système dans l'espace, où j'en avais vu un dans un petit film. Là, je le reprends un petit peu. Vous avez la TV, qui est un système spatial, un système complexe. Vous avez l'ISS, la Station spatiale internationale, où il y a un docking entre les deux. On a vu sur le petit film que la TV était mise en orbite par le lanceur Ariane 5. Donc, on a un système composé de 3 systèmes spatiaux. Et il se trouve que chaque système spatial en lui-même est géré par un centre de contrôle au sol. Donc le véhicule ATV est géré par le centre de contrôle qui se trouve à Toulouse. Bon, Ariane 5 se trouve à Kourou, simplement parce que, donc Kourou en Guyane française, simplement parce qu'on décolle de Guyane française. La Station spatiale internationale, quant à elle, elle est sous maîtrise d'œuvre américaine. Donc elle est gérée par la NASA, par un centre de contrôle qui se trouve à Houston. Alors maintenant, là où on va se docker, donc le petit port de docking qui est ici, là où la TV se docke, c'est un port russe, donc c'est une station internationale. Donc on se docke sur la partie russe qui est gérée par le centre de contrôle de Moscou. Ces systèmes, bien sûr, communiquent. Kourou communique avec Ariane 5, Moscou communique avec l'ISS, la TV communique avec l'ISS. Alors, il se trouve que Toulouse et Houston n'arrivent pas directement à communiquer avec la TV et l'ISS pour des problèmes de visibilité. Donc on a rajouté des satellites relais qui permettent à l'ensemble des systèmes de communiquer. Et effectivement, ça j'imagine que vous connaissez, international signifie que les gens parlent différentes langues. La TV est construite en Europe par des Français, des Allemands, des Italiens qui parlent un peu anglais, un peu anglais avec un certain accent. Aux États-Unis, ils parlent également anglais avec un autre accent, et en Russie, ils parlent russe. Oui, en général, ils parlent très mal anglais, encore moins français, et donc parfois ça peut faire des petites histoires amusantes. Donc voici pour les systèmes embarqués. Maintenant, temps réel. Alors, temps réel, j'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez aussi bien, ne serait-ce parce qu'on parle de jeu temps réel. Alors, il faut que le jeu réagisse assez rapidement. Alors, c'est quoi intuitivement temps réel? Si je vous demande de calculer les 10 000 premiers digits de pi, vous allez prendre votre clavier et avec vos petits doigts, vous allez développer un logiciel qui va calculer les 10 000 premiers digits de pi. Donc, si vous trouvez une erreur dans mon transparent, n'hésitez pas à me le signaler. Et intuitivement, encore une fois, on pense que ce programme-là, il ne va pas être temps réel, parce qu'après, il y a un certain temps pour réagir. Donc, dans le spatial, c'est la même chose. Donc, ici, on retrouve mon lanceur Ariane 5. Là, il se trouve en phase atmosphérique. Donc, il s'élève, il n'a pas encore quitté l'atmosphère. Et en phase atmosphérique, il y a un phénomène qui est assez embêtant, c'est le vent. Et donc, le vent peut pousser le lanceur et il peut quitter sa trajectoire. Et là, on imagine bien que si on ne réagit pas assez rapidement, on court à la catastrophe. Donc, il faut à tout prix que le logiciel réagisse tout de suite. Ah, oups, il a fait une sauvegarde, donc il n'a pas réagi à temps, et voilà, on a perdu notre lanceur. Donc, le vrai temps réel dans le spatial, c'est bien sûr celui-là. Quand le coup de vent arrive, de manière au temps de réponse donné, on répond et on corrige la trajectoire immédiatement. Dernière caractéristique de nos logiciels, ils sont critiques. Ça, vous connaissez tous ce que ça signifie critique. Oui, alors bon, quand il se passe ce genre de choses dans une conférence, on est un peu gêné, voire même on a l'air ridicule, mais bien sûr, le ridicule ne tue pas. Alors que si vous développez le logiciel d'un train, là, potentiellement, votre bug peut provoquer la mort de personnes. Encore plus vrai pour les centrales nucléaires. Là, ça peut être vraiment catastrophique. Alors, pour les lanceurs,
Alors, j'ai dit que les lanceurs étaient inhabités, donc c'est peut-être un peu moins critique. Bon, alors en fait, on définit très très précisément ces notions de criticité, et pour ça, on s'appuie sur des standards. Donc, si vous développez des centrales nucléaires, vous avez des standards applicables. Si vous développez des voitures, vous avez des standards. Personnellement, je travaille dans le spatial, donc je connais 2 standards. Un standard qui s'appelle la DO 178 pour les systèmes aéroportés, donc pour les avions, et un autre standard que j'utilise tous les jours qui s'appelle le CSS, l'European Cooperation for Space Standardization. Je vous avais dit que les Français parlent très mal anglais. Et donc, voilà, je vais vous parler de celui-là. Alors, que signifie criticité pour le CSS? Eh bien, le CSS définit un certain nombre de tableaux et commence par noter la criticité par une lettre. Donc A, B, C, D, en considérant que A, ce sont les logiciels les plus critiques, et D sont les logiciels les moins critiques. Donc on va lire ensemble cette définition. Alors, je vais lire ici, c'est plus simple. Donc, un logiciel qui a une criticité de niveau A est un logiciel qui, s'il n'est pas exécuté ou exécuté incorrectement ou s'il a un comportement anormal, peut causer ou contribuer à la défaillance du système. Alors, premier point important, on parle de système. Je suis désolé pour les informaticiens, le logiciel, on n'en a rien à faire. Il peut se planter. Du moment qu'il n'a pas d'impact sur le système, ce n'est pas grave. Par contre, si le plantage du logiciel a un impact sur le système, ça devient grave. Alors, qu'est-ce qui distingue les différents niveaux de criticité A, B, C, D, c'est les conséquences de cette panne du système. Donc au niveau A, on aura une défaillance catastrophique, au niveau B critique, au niveau C majeur et au niveau D mineur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est une conséquence catastrophique. Eh bien, on demande au standard, et le standard va nous répondre, voilà une conséquence catastrophique, c'est perte de vie humaine. Donc c'est plus grave que mon écran bleu de tout à l'heure. Au niveau B, c'est un peu moins grave, il y a des blessures graves, mais normalement on survit. C'est déjà ça. Et puis après, on a au niveau C des blessures mineures, et puis au niveau D, moins que des blessures mineures. Donc voilà la définition d'un logiciel embarqué temps réel critique. Maintenant, la question que vous allez tous me poser, et si vous ne me la posez pas, je vais la poser moi-même, c'est comment on fait pour développer un logiciel temps réel critique? Là, je parle à tous ceux qui vont prendre un avion ce soir pour rentrer chez eux. Le contrôle du vol de l'avion est piloté par un ordinateur. Et est-ce que vous allez oser monter dans l'avion? Donc, comment être sûr que ce logiciel fonctionne correctement? Alors, on va commencer par s'intéresser à l'aspect temps réel. Vous vous souvenez, on développe des logiciels temps réel critiques. Temps réel, encore une fois, intuitivement, il faut réagir rapidement. Donc, il faut sûrement des machines assez puissantes. Alors, dans la présentation précédente, j'étais très impressionné par une des planches qui montrait la puissance de calcul et la mémoire qu'ils utilisaient. Alors, Christophe Durand était désolé de n'avoir maintenant des nœuds qui n'ont que 24 gigas de mémoire. Alors, j'ai voulu faire la même planche pour également vous impressionner. Donc, aujourd'hui, sur Ariane 5, on utilise un processeur 60020 de Motorola, donc, qui est un très bon processeur. Alors, si vous vous souvenez, c'était le processeur qui était dans les premiers Macintosh, donc en 1984, avec 2 mégas de mémoire. Donc c'est un vieux système, Ariane 5. Sur la TV, qui est beaucoup plus récent, là on est passé sur un processeur ERC32 qui a 16 mégas de mémoire. Alors après, si on en MIPS, ça fait 1 à 2 MIPS, 10 à 20 mégas MIPS pour la TV. Alors, ceux qui ne connaissent pas les MIPS, vous pouvez savoir que sur ce genre de machine, on a plusieurs milliers de MIPS. C'est un peu contradictoire tout ça, que d'un côté je vous dis on est en réel, donc il faut réagir rapidement, et pourtant on utilise des machines qui sont quand même très lentes. Alors pourquoi alors bien sûr ça n'a rien à voir avec la stature de mon pantalon, non, pas du tout, c'est à voir avec les statures de Van Allen. La stature de Van Allen, je ne suis pas spécialiste, mais je vais essayer de vous expliquer sur cette magnifique dessin ce que sont les statures de Van Allen. Vous avez le Soleil à votre gauche, qui est une grosse boule de feu, et qui bombarde la Terre en permanence avec des ions, des protons, un environnement radiatif assez lourd. Et heureusement pour nous, les êtres vivants sur cette Terre, nous sommes protégés sur notre belle planète bleue par un champ magnétique qui dévie ce rayonnement solaire. Alors vous remarquerez quand même qu'au pôle, c'est quand même pas complètement dévié. Donc, si vous hésitez encore pour votre prochain lieu de vacances, avant d'aller au pôle, réfléchissez-y à 2 fois. Toujours est-il que sur Terre, on est protégé de ces radiations, mais que dans l'espace,
et bien justement, on est à des endroits où il y a une concentration extraordinaire de ces radiations. Alors, là, c'est qu'une photo, hein. Vous pouvez ne pas être convaincu par cette photo, même si elle est très belle. Alors, je vous propose de regarder un petit film, donc, pris par un satellite européen qui s'appelle Proba2. Et si vous regardez bien ce petit film du Soleil, voilà, on vient de voir là, en haut à gauche, il y a eu une espèce de tache jaune, donc c'est une éruption solaire. Voilà. Quel rapport entre cette éruption solaire, qui s'est quand même produite très loin de chez nous, et nos processeurs? Si on va voir un second satellite, donc le satellite SOHO, et bien là on voit les effets de cette éruption solaire. Donc tous les petits points blancs, donc le grand point blanc, puis après tous les petits, correspondent à des ions ou des protons qui vont taper les capteurs de ce satellite. Alors, c'est récent, hein, ces deux films datent du mois de mars de cette année. Alors, quelles sont les conséquences sur les processeurs? Alors, sur les hommes, hein, c'est assez à déconseiller pour la santé. Sur les processeurs, ce n'est pas formidable non plus. Premièrement, quels sont les effets sur les mémoires? Donc là, j'ai essayé de représenter une mémoire à gauche avec une technologie peu miniaturisée, disons une technologie des années 80. À droite, une technologie un peu plus miniaturisée, donc un peu plus récente. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on a le Soleil, on reçoit des espèces d'ions ou des protons. Et bien voilà, on voit qu'à gauche, on a quelques bits de la mémoire qui ont changé de valeur. Et à droite, on en a beaucoup plus. Et encore, bien sûr, les schémas ne sont pas à l'échelle. Hein. Si on prend une mémoire récente, c'est encore beaucoup plus petit. Et donc on voit que l'impact de l'environnement radiatif sur les machines récentes est beaucoup plus fort que sur les machines anciennes. Alors si on regarde les circuits, c'est nos circuits qui sont gravés dans le silicium, on a un peu le même phénomène. Donc sur la gauche, on voit que certes, on a un impact de l'effet radiatif. Sur la droite, l'impact est beaucoup plus grave et on peut carrément brûler la carte et la rendre inutilisable. Alors tout ça, c'est embêtant parce qu'on veut être temps réel et pourtant, on a des machines qui sont qu'on doit utiliser, qui doivent être extrêmement lentes. Alors pour lutter contre ces aspects radiatifs, alors il y a plusieurs technologies. Par exemple, le durcissement. Alors, le durcissement, c'est une technologie qui permet, au niveau de la fonderie, qui rend les processeurs moins sensibles à tous les aspects radiatifs. On a des technologies pas trop miniaturisées, donc un Motorola des années 80. On a des codes correcteurs d'erreurs, par exemple, donc on rajoute des sommes de contrôle pour pouvoir corriger la mémoire si jamais elle a été perturbée par l'environnement radiatif. Alors tout ça pour vous dire qu'on n'utilise pas les processeurs du commerce. Hein. Je ne ferai pas voler un Intel, un Pentium ou autre machine du commerce. On a des processeurs spatialisés, et donc des processeurs qui sont peu puissants. Alors pour respecter nos contraintes temps réel, c'est gênant, mais ceci dit, contrainte temps réel, être temps réel ne signifie pas être rapide. Pas du tout. En fait, temps réel, ça signifie être à l'heure. D'ailleurs, La Fontaine, vous l'avez bien dit, la petite souris la petite tortue qui est ici est arrivée largement avant le lièvre. Et vous vous souvenez pourquoi? Parce que la tortue, elle est partie à l'heure, alors que le lièvre, il a fait plein de choses inutiles. Par exemple, il a voulu faire une sauvegarde, comme sur l'exemple de mon lanceur tout à l'heure. Alors néanmoins, comment fait-on pour être à l'heure? Alors, on regarde sa montre, certes, mais pour un ordinateur, comment fait-on? Alors, il y a plusieurs façons d'assurer qu'on est toujours à l'heure. Par exemple, éviter les mémoires caches, éviter les multicœurs. Alors, encore une fois, ça peut paraître un petit peu bizarre, parce que quand on a des mémoires caches, c'est pour aller plus rapide. Mais vous savez bien qu'une mémoire cache, c'est en général très efficace quand la donnée que l'on souhaite utiliser se trouve dans la mémoire cache. Mais si jamais elle n'y est pas, c'est plus long parce qu'il faut aller la chercher en mémoire, la mettre dans la mémoire cache. Et donc, on a une durée d'exécution qui devient indéterministe. Même chose pour les multicœurs. Alors, les multicœurs, c'est formidable, sauf qu'il y a toujours des données, des systèmes partagés entre les cœurs, par exemple une mémoire cache entre les cœurs, ce qui fait que la durée d'exécution de notre logiciel sur un multicœur risque d'être non déterministe. Sur les systèmes de communication, plutôt que tout le monde envoie des choses sur les bus sans concertation, on va utiliser des bus time-triggered.
On va avoir des operating systems spécifiques, hein. On ne fait voler ni Windows, ni macOS, ni Linux. Et on fait beaucoup d'analyses des cas d'exécution, soit par des mesures, ou alors par des analyses statiques. Bon, et pour le logiciel, là on a parlé du hardware. Le logiciel, on a vu l'écran bleu, hein, il n'était pas forcément dû à un logiciel, c'est souvent dû à un bug. Donc si on développe des logiciels temps réel critiques, il faut éviter les bugs. Alors, je pourrais vous parler de ce problème-là pendant des heures, voire des jours, voire des semaines, et donc on ne va pas me laisser faire. Donc je vais vous donner uniquement un grand principe pour le logiciel critique, alors, qui n'est pas de moi, hein, c'est pour ça que j'aime bien, et qui vient du professeur Orr. Alors on va le lire ensemble. Il y a deux façons de construire la conception d'un logiciel. Une façon est de le faire si simple qu'il y a de façon évidente pas de déficience, et une autre façon est de le faire si compliqué qu'il n'y a pas de déficience évidente. Alors il laisse le choix, hein, alors vous faites comme vous voulez. Quand on développe des logiciels critiques, on choisit la première solution. Alors en principe, donc, un logiciel simple, déjà souvent c'est des logiciels qui ne sont pas trop gros, donc Ariane 5, 40 000 lignes de code. Donc l'ATV, alors c'était plus gros l'ATV quand même, hein, 500 000 lignes de code, enfin comparé avec Windows. Hein. Alors pour l'ATV, 500 000 lignes de code, ça correspond au logiciel le plus gros jamais développé par l'Europe spatiale, pour vous donner un peu une idée. Bien sûr, et c'est évident, pas d'allocation, de déallocation de mémoire, ça c'est absolument interdit. On limite fortement le nombre de tâches. Alors, tout à l'heure, on nous parlait plusieurs centaines, voire milliers de processeurs en parallèle. Nous, on a quelques processus en parallèle, par exemple 3 pour la TV, 5 pour Ariane 5, et surtout, on ne va pas au-delà, parce que sinon, on n'arrive plus à maîtriser. Alors, on a des règles de codage assez strictes, et on utilise des technologies un peu plus modernes, comme de l'ingénierie dirigée par les modèles, ce que vous devez faire aussi. On fait des preuves formelles, et on utilise de la redondance ou du N-programming. Alors, juste un mot sur la redondance, hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, une planche qui montre une architecture inspirée de celle de la TV. Donc, on a un processeur qui est dit fault tolérante, donc tolérant à la panne. Alors, comment on fait ça? Simplement en mettant 3 processeurs dans ce pool qui vont voter leur sortie. S'il y en a un qui dit autre chose que les deux autres, il va être considéré comme en panne et puis il va être éjecté du pool. Donc ce processeur va communiquer avec le reste du lanceur, avec les moteurs, avec les capteurs, par un bus. En fait, pas par un bus. Hein. Si le bus est coupé, il se passe quoi? Donc on va mettre 4 bus et on va relier les différents équipements, par exemple ici les tuyères, à ces bus. Et pour éviter de perdre tous les tuyères d'un seul coup, on va brancher chaque tuyère sur un bus différent et on va autoriser les 3 processeurs à contrôler ces 4 tuyères. Comme ça, on se protège des pannes hardware, mais pas des pannes logicielles. C'est-à-dire qu'ici, on a le même logiciel qui tourne sur les 3 processeurs, donc si on a un bug dans le logiciel, on perd l'ensemble de notre système. Donc on rajoute un autre processeur qui va surveiller que les 3 premiers processeurs fonctionnent correctement, qui va surveiller le bus et qui va pouvoir contrôler directement les tuyères. Alors comme ça paraît un peu léger, hein, parce qu'on a 3 processeurs en haut, on a un seul en bas. Donc pour faire bonne mesure, on en rajoute un dernier. Et voilà, on a à peu près l'architecture du système numérique de la TV. C'est bon? Vous avez confiance? Ah oui, alors quand on dit confiance, hein, dans l'échelle critique, c'est pas vous êtes prêt à mettre votre main au feu. Non, c'est vous jetez combien de main au feu. Donc vous risquez votre vie. Alors, quand on parle d'industrie, la confiance, c'est un terme qui n'existe pas. Hein, on fait des choses concrètes. Et encore une fois, on va se reposer sur des standards. Donc, je reprends mon standard CSS. Et mon standard va me dire comment je dois développer mon logiciel temps réel critique pour qu'on puisse l'utiliser avec le niveau adéquat de confiance. Donc, en 2 mots, que me demande ce standard? Il va me demander de réaliser un certain nombre d'activités. Alors des choses très classiques, hein. Par exemple, capturer les exigences système allouées au logiciel, puis écrire les exigences du logiciel, puis définir l'architecture du logiciel, concevoir le logiciel et enfin l'implémenter. Bien sûr, comme on est critique, on va faire énormément de validation, donc de tests, et à la fin, on a un processus pour délivrer le logiciel et
très important, maintenir le logiciel. Si la première version est bonne et que les versions suivantes sont buggées, on n'a rien gagné. Alors ça, avec ça, on est très content, mais qu'est-ce qui dit qu'on a bien réalisé toutes ces étapes? Ce sont des revues. Donc on organise ce qu'on appelle la vérification, implémentée par des revues. Donc à la fin de la phase de capture des exigences système, on va faire une revue des exigences système, on va faire une revue de conception préliminaire, une revue de conception détaillée, une revue de qualification et des revues d'acceptation. Bon, ça, c'est vraiment le minimum, hein. En général, on en fait un peu plus parce que ça ne paraît pas suffisant. Donc on rajoute une revue des exigences du logiciel et une revue de la conception détaillée. Donc on pense comme ça qu'on a fait un bon travail dans cette phase du développement. Maintenant, ça ne nous dit pas qu'on a bien validé le logiciel. Peut-être qu'on a mal testé, qu'on a choisi les mauvais tests. Donc on rajoute des revues. On va faire une revue de définition des tests. Et en fin de développement et en fin de campagne de tests, on va faire une revue que les tests se sont bien passés. Alors vous reconnaissez bien sûr hein, tout ça, on n'a rien inventé dans le spatial. Hein. Ça, c'est un cycle en V. Un cycle en V tout à fait classique, mais qu'on fait vraiment à fond. Il n'y a pas une phase qui est négligée par rapport aux autres. En pratique, les standards nous demandent beaucoup de choses supplémentaires. Quelques exemples. Un standard comme ça, ça fait 200-300 pages. J'ai hésité à vous en parler en détail. Compte fait, j'ai pris quelques exemples. Alors, par exemple, une première chose, les activités à réaliser, que le standard demande à réaliser, vont dépendre de la criticité du logiciel. Plus il est critique, plus on fera de choses. Alors, par exemple, écrire les spécifications système, écrire les exigences système allouées au logiciel, ça, quelle que soit la criticité du logiciel, il faut le faire. Donc il y a un Y partout, quel que soit le niveau A, B, C, D. Par contre, la Independent Software Verification, ce n'est demandé qu'en phase A, que pour les logiciels de criticité A et B. Alors c'est quoi une Independent Software Verification? C'est mon client, l'Agence spatiale européenne, demande à Astrium de développer un logiciel critique et va demander à une société externe, une autre société qui n'a rien à voir, qui est indépendante d'Astrium, de vérifier qu'Astrium fait bien son travail. Donc forcément, ça coûte cher. Donc on le fait quand le logiciel est critique, niveau B ou A, mais pas quand le logiciel est moins critique, au niveau C ou au niveau D. Alors, autre exemple, couverture des tests. Quand on fait des tests, on va demander à couvrir l'ensemble des branches au niveau A et B, l'ensemble des décisions, mais par contre, l'ensemble des décisions modifiées de MCDC, on le fera qu'au niveau A, parce que ça coûte cher, et donc au niveau B, C et D, on considère que ce n'est pas indispensable. Et finalement, on considère également que faire une couverture de code, ce n'est pas suffisant, donc on va demander à faire une couverture du binaire. Donc à chaque fois qu'on a une instruction en binaire en langage machine, on va demander, quand on est en criticité niveau A, de l'exécuter au moins une fois pour vérifier que, par exemple, le compilateur n'est pas buggé. Peut-être que notre code est correct, mais que le compilateur est buggé. Alors voilà, on fait toutes ces activités, et bien sûr, il faut démontrer que l'on fait toutes ces activités. Il faut le démontrer au client, donc l'Agence spatiale européenne. Si vous développez des avions, il faut le démontrer à un organisme de certification pour que ce soir, vous puissiez rentrer avec confiance chez vous. Et donc, on écrit des documents. On écrit à chaque activité, on écrit des documents. Donc, on écrit des plans de développement logiciel, des spécifications système appliqué logiciel, des documents de conception logicielle, des plans de maintenance, des plans de migration, des plans d'assurance qualité, des plans de validation, des plans de vérification, des plans de tests unitaires, des plans de tests d'intégration, etc., etc. Alors, aujourd'hui, tout ça, ça tient sur un CD-ROM, mais il y a quelques années, quand on n'avait pas encore les CD-ROM, quand on envoyait les documentations à notre client, il fallait amener un camion, avec des milliers et des milliers de pages de documentation. Donc, il est sûr que par rapport aux petits images que je vous ai montrées au début, à la guerre des étoiles, on est assez loin de ce rêve-là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça demande énormément de travail. Mais quand on réalise tout ce travail, on arrive à ce genre de choses. Donc là, ce n'est plus un dessin animé, c'est un vrai film. Ici, à gauche, vous avez la TV. Ici, vous avez la Station spatiale internationale. Donc les deux véhicules sont à 400 km d'altitude. Ils se déplacent à 20 km par seconde. Donc ici, vous avez une caméra sur l'ISS. Et ce qu'on voit, c'est la TV qui approche.
Et bientôt, là, donc voilà, il est apparu contact ici. Donc l'ATV a touché l'ISS, a été capturé. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins impressionnant que la guerre des étoiles, mais à 400 km d'altitude et à 20 km par seconde, je ne sais pas, je ne sais pas pour vous, mais quand je vois tout ça, d'ailleurs, eux aussi, ils applaudissent, donc ils ont l'air contents. Moi, quand je vois tout ça, je suis content. Je vous remercie pour votre attention.